Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gonchier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, épisode Rewind de la semaine 11. Et pour aborder tous ces fabuleux matchs que l'on a eus durant ce week-end, je suis avec Thibaut. Comment vas-tu, Thibaut ? Salut PA, salut tout le monde. Bah écoute, ça va. Est-ce que je le dis pour mettre un peu de comment dire de tristesse dans le cœur de tout le monde? C'est la dernière ligne droite. On aborde ce dernier gros bloc de match qui va décider de qui va aller en playoff et qui va pas y aller. Mais ravi d'être là ce soir avec toi pour débriefer cette journée. Ouais, tu disais qu'il reste en dernière ligne droite, il reste encore 7 matchs. Ça va. Ça va. C'est la grosse ligne droite. C'est la très grosse ligne droite. C'est la ligne droite de Longchamp, comme on dit dans le domaine hippique. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux. @ le Front Office sur Discord, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Je crois que j'ai dit avec X. Donc voilà, on est un petit peu partout. On aura un live jeudi sur le top 11 linebacker. Donc vraiment sur les inside linebackers, en tout cas ceux qui ne vont pas attaquer le quarterback, il me semble. Si j'ai bonne mémoire. Donc il peut y avoir des outside, mais pas des D-end en tout cas. C'est parti. Jingle pour l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. L'employé de la semaine, Thibaut, je vais te laisser commencer parce que c'est un joueur d'une équipe dont on parle assez peu. Et c'est Michael Wilson des Cardinals, mon petit PA. Performance historique. On est à 15 passes attrapées, donc sur 18 lancés. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il fait ça dans une défaite, puisque les Cardinals ont perdu 41-22 contre les 49ers. Mais on se retrouve avec un joueur qui rend une fiche quand même de 185 yards. Il n'y a pas de touchdown. Mais on voit que Jacoby Brissett a trouvé son go-to guy et a même forcé, on dirait les mecs sur Madden, quand ils en ont marre, au bout d'un moment, ils appuient toujours sur le même joueur, toujours le même play. Ça a été un peu ça avec les Cardinals. Mais au-delà de ça, c'est une très belle perf pour un joueur qui n'est pas forcément très connu. C'est un receveur qui est le next man up par rapport à la petite appendicite de mémoire de Marvin Harrison. Et ça peut être une belle promesse, je trouve, parce que les Cardinals, c'est une équipe qu'on considère un petit peu mid. Il y a des bons joueurs, il y a encore des trous, mais je trouve que c'est positif pour eux d'avoir ce genre de joueurs, ce genre de performance, parce que ça montre que leur attaque peut être autre qu'unidimensionnelle, on va dire, d'une certaine manière. À voir ce que ça va donner dans la continuité, mais je trouve que statistiquement parlant, déjà, c'est à souligner. Ouais, complètement. En plus, dans ce match-là, il y a un autre receveur rapproché, lui, qui a fait plus de 100 yards avec Trey Bright, qui en a fait 15. Donc, je te rejoins sur le fait que ça a été une attaque très portée sur l'aérien. En même temps, ils étaient très, très loin au score dès le début du match. C'était un petit peu un semi-flop de mon côté, du côté des Cards. Mais c'est bien, tant mieux. Il y a des joueurs qui arrivent à se montrer en l'absence, justement, de Harrison et de Kyler Murray. Absence prolongée sur du moyen terme ou pas pour Murray, ça l'avenir nous le dira. Mais tant mieux pour cette attaque des Cardinals qui en a bien besoin, qui sont vraiment dépeuplés sur le run. Tous leurs running back 1, 2 et 3 sont tous blessés. Receveurs, voilà, c'est bien que certains arrivent à sortir un petit peu la tête de l'eau et à se montrer. De mon côté, moi je voulais aborder un joueur qui a été raillé les dernières semaines, les derniers mois, ou depuis son arrivée à la draft. On ne sait plus par où commencer. C'est Bryce Young, donc le quarterback des Panthers de la Caroline, qui ont gagné ce week-end en overtime contre les Atlanta Falcons 30-27. Donc, back-to-back 30 points contre cette défense des Falcons, puisque sur le premier match de division, ils avaient déjà mis 30 points. Mais Bryce Young, qui est historique, on peut même aller jusque-là, parce qu'il a fini le match avec 448 yards et il dépasse dans les books des Panthers la marque qui était avant dévolue à Cam Newton, qui était à 400, si je dis pas de bêtises, 437 ou quelque chose comme ça.
Donc c'est bien, tant mieux pour eux, tant mieux pour cette attaque qui se cherche encore. Rico Dowdle a quand même une vraie baisse de production depuis plusieurs semaines maintenant, depuis 2-3 semaines. Là, il fait 19 portées de 45 yards seulement. Chuba Hubbard va peut-être reprendre sa place du titulaire, on verra bien. Mais tout n'a pas été, j'ai trouvé, superbe de la part de Bryce Young. Mais il y a eu quelques lancers quand même, notamment le touchdown sur Xavier Leggett, qui est quand même... Voilà, le ballon est quand même placé à la perfection, vraiment dans le tracé, dans la course du receveur qui a, je mets des très gros guillemets en disant ça, juste à tendre les bras, c'est déjà très difficile. Donc tant mieux, il y a encore parfois malheureusement un petit manque de précision, mais voilà, on va pas bouder notre plaisir, je pense, du côté des supporters des Panthers. Ça fait taper 2 fois les Falcons dans la saison, je pense que déjà ils peuvent cocher ce bingo-là, tant mieux. Et Bryce Young montre quand même des belles choses à certains moments. Ce qui lui manque encore, et ça c'est depuis le début de sa carrière, c'est de la régularité. Donc ce qu'on va demander là, c'est une performance effectivement historique à quasiment 450 yards, mais c'est de reproduire des performances. Alors on va pas lui demander de faire 450 bien sûr, mais de faire très très régulièrement des 280, 290 voire 300 yards par match pour aider justement l'attaque des Panthers à avancer, ne pas dépendre uniquement de la défense. C'est une équipe qui est en 6-5, qui est assez proche des Buccaneers, on pourra y revenir aussi. Ils sont dans la course à la division, ils sont dans la course au playoff. Ouais, bah c'est... Alors, c'est de notoriété publique que je suis sévère avec Bryce Young, mais je considère que pour un numéro 1 de draft, les attentes doivent être élevées, forcément, puisque c'est censé être le meilleur joueur de la QV universitaire. Mais c'est un vrai, oui, hier je taquine un petit peu avec Minos, oui, c'est un vrai match, un statement game, oui, par rapport à son niveau, il sait le faire. Voilà, aujourd'hui, on sait que Bryce Young en NFL sait sortir des gros matchs, sait sortir des performances XXL, parce que c'est une performance XXL. On va pas du tout revenir sur ça, hein, mais ce qu'on va lui demander, c'est ce que tu dis. Je te rejoins complètement sur ça. C'est de la régularité. C'est pas de faire une mi-temps à 4 sur 12 et à 49 yards. C'est de rester. Alors encore une fois, trouver la juste mesure entre ces performances parfois inquiétantes et cette performance qui est XXL. Ça va plutôt être régulier. Si on arrive à avoir un quarterback qui fait 250 yards, voire 300 yards, avec 2 ou 3 touchdowns par week, voilà, les Panthers auront ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont vu en lui, c'est-à-dire un bon quarterback qui est capable de mener une attaque, qui a des outils à sa disposition. Comme tu l'as dit, on avait un peu l'impression que c'était les Carolina Dowdle. Finalement, la baisse de régime de Dowdle, qui peut s'expliquer par une utilisation un peu excessive, il arrive à reprendre les rênes de l'attaque, il sort une grosse performance contre un rival de division, tu l'as dit, dans un match où en plus, ça fait toujours plaisir de sweeper les Falcons, hein, c'est pas moi, supporter des Saints, qui va te dire le contraire, et qui effectivement se replace. Donc un match qui, en plus d'être une belle performance, a un impact sur une suite de la saison pour les Panthers, parce qu'on va pas se mentir, la NFC South, il y aura qu'un représentant en playoff, ce sera le champion. Et ils sont dans la course. Comme tu l'as dit, on parlera un peu plus tard des Buccaneers. Mais voilà, Bryce Young, bravo, bien joué, beau match, gros match. Maintenant, charge à lui de continuer à avoir des prestations solides. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite et c'est tout ce qu'on souhaite aux Panthers. Ouais, pour la précision, du coup, il a battu Cam Newton qui était à 432 yards historiquement. Donc Young avec 448. Et j'ai parlé, de... La connexion avec Xavier Leggett, notamment sur la longue passe, la connexion aussi, elle se fait très très bien avec Tetairoa Macmillan, qui finit avec 8 réceptions, 130 yards. Et 2 touchdowns, pardon. Pour un rookie, lui aussi, il commence à bien prendre ses marques. Il est en route pour être à plus de 1000 yards également à la réception sur sa saison rookie. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place du côté des Panthers. C'est intéressant. À vérifier, parce que il y a une dynamique et ça me fait penser un petit peu sur les dernières saisons où à chaque fois, à partir du milieu de la deuxième partie de la saison, ça commençait à montrer des bonnes choses. À voir s'ils peuvent, et également, comme je l'ai évoqué pour Bryce Young, trouver de la régularité aussi dans les performances du côté de l'attaque et de manière globale, que ce soit Macmillan, Leggett et Dowdle qui puissent retrouver, Dowdle ou Hubbard d'ailleurs, qui puissent retrouver un petit peu plus d'allant au sol. Mais c'est intéressant ce qui se passe là-bas. Et tu l'as dit, je suis même pas sûr qu'il faille finir premier de la diff pour partir en play-off. Parce que le calendrier des autres qui sont devant, des autres divisions,
c'est pas évident. Donc, il y a un vrai shot pour les Panthers cette saison, soit pour taper la div, soit pour aller en playoff en tant que meilleur second. Mais écoute, on va pas brûler les étapes pour eux. C'est déjà bien ce qu'ils montrent. Ils sont en positif, donc à eux de continuer là-dessus. Et puis, profiter des 7 derniers matchs. Ils ont rien à perdre, tout à gagner. Allons-y de leur côté. Voilà pour nos 2 employés de la semaine. On va passer maintenant au gros dossier. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et celui-là j'ai mal au ventre, je me dis oh my god, je vais devoir le balancer. Le gros dossier, Thibaut, un événement, une blessure, une décision arbitrale, un match. Toi, je sais que tu voulais parler de ta hot tech de début de saison et nous parler de l'AFC West. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, des fois, je dis des trucs qui vieillissent très mal. Hashtag Miles Garrett. Et il y a parfois, il y en a qui se révèlent. Moi, j'avais une take qui était que les Broncos seraient champions de division et visiblement, ils sont bien partis pour parce que entre des Chargers qui sont irréguliers, qui chauffent le chaud et le froid et des Chiefs qui viennent de battre, j'ai un peu la sensation que les Broncos sont en train un petit peu de prendre vraiment la division, de prendre une autre dimension dans cette AFC qui est un petit peu bizarre parce qu'on attendait certaines équipes qui déçoivent, mais il y en a d'autres qui ont l'air de revenir, mais rien n'est perdu quand même. Enfin voilà, c'est très 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 incertain et ça va vraiment être passionnant et c'est un peu dans ce sens-là que je disais un peu cette dernière ligne droite parce que finalement on a un peu l'impression que il y a des équipes qui là ont la voie royale vers les playoffs, donc je pense que les Broncos ont cette voie royale, mais il y a des équipes comme les Chiefs et on parlera d'autres équipes de l'AFC qui malgré tout peuvent toujours accrocher des petits strapontins wildcard et voilà, je voulais souligner ce match alors qui est pas un match pour les puristes de l'attaque, mais qui est un match qui a été quand même assez défensif, qui a été assez complexe, qui montre un petit peu que Bonix, à défaut d'être un quarterback génial, est un bon exécutant, que malgré un corps de receveurs somme toute bon, mais sans plus, et avec la perte de J.K. Dobbins, leur coureur qui était un petit peu le cheval de trait de cette attaque, et ben ça fonctionne bien, et avec leur défense qui est sur des bases historiques, puisque aujourd'hui, sur leur rythme, ils dépasseraient les Bears de 84, qui est un petit peu le maître étalon en pression sur le quarterback. Donc, il y a de belles choses du côté de Denver. C'est pas encore parfait. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des favoris pour le Super Bowl, mais c'est des favoris pour la division, ouvertement. Je pense qu'ils ont mis une bonne paluche dessus, enfin un sabot, on dira. Et après avoir dans la régularité parce que c'est un peu ce qui leur manque. Il y a quand même des victoires un peu à l'arraché, pour le coup je dirais que les Broncos, ce qui leur manque c'est une victoire vraiment qui mettrait tout le monde d'accord, je pense. Ouais, et en même temps ils ont tapé les 2 derniers finalistes du Super Bowl, les Eagles à l'extérieur et les Chiefs dimanche soir, donc ouais, effectivement, pas avec une énorme marge, mais en même temps, ces 2 équipes-là sont censées être des top équipes de la ligue et tu peux pas leur mettre plus de 20 points de différence, quoi. Donc, les Broncos, tu as toujours l'impression que c'est des victoires à l'arrache. C'est peut-être ça, moi, c'est peut-être toi, ce biais-là aussi que tu as pour eux. Tu as l'impression que là, cette saison, la pièce tombe du bon côté et en même temps, ils vont chercher aussi leur victoire. Donc, tu vois, l'année dernière, le field goal, là, donc ils gagnent 22-19, ils mettent un field goal à la dernière seconde. L'année dernière, de la même manière, je ne sais plus si c'était sur le terrain, c'était sur leur terrain de mémoire. C'était sur leur terrain. Parce qu'après, ils ont gagné du coup sur le terrain des Chiefs en dernière semaine. Ils ont gagné sur le terrain des Chiefs, le match qui ne servait à rien, où ça éliminait Enfin, c'était ça éliminait les Bengals. Un truc à 3, ouais, en fait, si l'un gagnait, il fallait que l'autre perde, et ainsi de suite. Mais oui, c'était sur le terrain des Chiefs. Et du coup, là, à domicile, donc l'année dernière, pour rappel, ils étaient menés de 2 points. Ils ont eu le field goal de la gagne qui a été bloqué par Léo Chenal. Les journalistes américains se sont bien donné la joie de le dire pendant le match. Et là, cette saison, ça va dans leur sens. C'est-à-dire qu'ils ont appris leurs erreurs. Là, cette année, le field goal, il passe bien entre les poteaux et ça leur permet de remporter le match. Je trouve qu'ils ont bien muselé quand même Mahomes, le jeu au sol également, parce qu'en tout, ça finit à 62 yards. C'est très, très faible. Et en même temps, le jeu au sol des Chiefs cette année, il est quand même extrêmement compliqué. Tu ne peux pas forcément arrêter un Travis Kelce. Par contre, les autres receveurs, je trouve qu'ils ont été très bien muselés par cette défense en absence. Et ça, je le répéterai quand même, tant qu'il sera toujours blessé, de Pat Surtain, leur meilleur cornerback. C'est un match de division en plus, c'est un match à couteau tiré, ils ont fait le taf. Franchement, ouais, le score c'est 22-19, mais moi j'ai trouvé ça impressionnant.
la performance qu'ils ont réalisée. Moi, presque là où je suis un petit peu. Alors, je suis clairement dans le bandwagon des Broncos depuis le début de saison. C'est une équipe qui me hype depuis le début de saison parce que je la trouve en progression. Après, bon, il y a un petit côté affectif avec le coach Payton, mais qui travaille, enfin, qui est un coach qui travaille très bien. On n'aime pas encore une fois, mais c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a bien repris les rênes de cette équipe. Mais ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, pour avoir eu le match à Londres, parce que je vous avais pas dit, mais j'y suis allé à Londres. Ah bon? Ouais, je vous l'avais pas dit, mais j'y suis allé. Bah, malheureusement, bon, on s'en vante pas de ce genre de choses, on s'en vante pas vraiment. Mais voilà, ce que j'aurais aimé, c'est que ils montrent vraiment qu'ils sont une équipe dominante, c'est-à-dire qu'ils mettent des tartes vraiment aux équipes faibles. Et voilà, après, les Chiefs, effectivement, on leur demande pas de mettre une tarte. Aux Eagles, on leur demande pas de leur mettre une tarte là-bas. C'est des matchs qui gagnent parce qu'ils sont... Moi, je les trouve disciplinés, je les trouve appliqués, ils ont un plan de match, ils s'y tiennent. Et leur défense fait un boulot fantastique. Donc après, où est-ce que ça va finir? J'en sais rien, mais voilà. Je trouve qu'il y a, comme tu dis, il y a un match de rivalité, il y a un vrai, voilà, il y a un vrai truc autour de cette équipe où la pièce, comme tu dis, tombe du bon côté. Voilà, est-ce que ça va les porter loin en playoff? J'en sais rien, mais aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait un peu ce côté de l'équipe qui a envie. Un peu à la Jordan contre les Pistons, qui en a marre de perdre et qui a un petit peu envie que ce soit sa place et que ce soit eux qui soient sur le devant de la scène. Je suis assez d'accord. Moi, j'avais pas les Broncos au tout début des matchs de pré-saison. J'avais plutôt les Chargers en tête. Mais effectivement, je voyais une passation en AFC West. À voir d'ici la fin de saison, il reste 7 matchs. Les Chiefs sont à 3 défaites de différence par rapport aux Broncos. Il reste encore un match pour les deux équipes pour se rencontrer. À voir. C'est vrai que ça a l'air bien parti pour Denver. Ça, je te rejoins. De mon côté, je me suis noté 2 performances minuscules de quarterback qui, en fait, moi, me font confirmer que ces quarterbacks-là ne permettront pas à leurs équipes, potentiellement pas à leurs équipes, d'aller au Super Bowl et de le remporter. Je veux parler des performances de Sam Darnold avec les Seahawks et de Jared Goff avec les Lions. Je vais commencer d'abord par Sam Darnold. Il fait des super matchs depuis le début de saison. Pour commencer par le positif, effectivement, il a une vraie connexion avec Jackson Smith-Njigba. Force est de constater que quand les équipes en face de lui ont un meilleur niveau, et ben lui, il n'arrive pas trop à suivre. J'ai en tête le match contre les Buccaneers où ça finit en 38-35. Donc vous me direz, effectivement, il y a eu beaucoup de points en attaque. Oui, effectivement, mais il fait la dernière interception. Il lance une dernière interception sur le dernier drive à une minute de la fin ou 30 secondes de la fin, qui permet d'ailleurs aux Buccaneers de pouvoir remporter le match sur un field goal. Donc problématique parce que en l'état, il a fait perdre son équipe lors des dernières minutes. Contre les Rams, c'est un petit peu la même chose. Il réalise 4 interceptions et des interceptions quand même assez moches et surtout pas au bon moment. C'est-à-dire que les Rams, sur le premier drive, ont plutôt bien avancé, sauf qu'ils sont arrêtés par la défense et il y a un turnover on downs. Interception 3 jeux plus tard de Darnold, ce qui permet aux Rams de marquer un touchdown parce que l'interception est retournée jusqu'aux 3 yards adverses. Donc compliqué. Fin du premier quart, 14-0 pour les Rams. Ok, tu dis bon, le match il va être compliqué à aller chercher. Et au final, la défense des Seahawks est juste ultra impressionnante. Elle est élite. On parlait de celle des Broncos. Je trouve que celle des Seahawks, on en parle peut-être un petit peu moins, mais qu'est-ce qu'elle est impressionnante. Elle arrive à limiter très très fortement cette attaque des Rams. En fait, il faut une nouvelle interception de Darnold. Alors déjà au retour des vestiaires. Bon, il y a un fumble derrière des Rams, donc ça ne porte pas préjudice. Mais il y a surtout une interception en fin de troisième quart qui amène les Rams à 25 yards de la end zone. Touchdown derrière au bout de 4 jeux. En fait, sur les 21 points, t'en as quand même 14 qui sont un peu pour la pomme de Darnold, quoi. Alors oui, il y a la défense qui aurait pu stopper, mais en même temps, quand ta défense elle passe énormément de temps sur le terrain et qu'en plus l'attaque adverse débute dans les 15-20 yards de ton équipe, c'est peut-être un petit peu plus compliqué aussi à arrêter. Et c'est dommage parce que derrière, l'attaque s'est un petit peu réveillée en fin de quatrième quart avec un touchdown à 3 minutes de la fin. Mais derrière, du coup, punt des Rams et field goal manqué pour les Seahawks et ils perdent du coup de 2 points. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'offensivement, nous avait montré des belles choses jusque-là et j'ai l'impression que quand ça commence à taper sur des équipes un petit peu plus fortes, notamment défensivement, Darnold pourrait être le maillon faible de cette attaque. Est-ce qu'on pourrait pas dire que les Seahawks sont un quarterback d'être contender? Je pense qu'ils sont contenders, mais je pense qu'ils iront pas au bout.
Parce qu'à un moment donné, ils auront cette limite-là sur un match vraiment à couteau tiré où il fera une connerie. Darnold fera une connerie. C'est pour ça que je te disais ça. Je te disais, c'est qu'ils ne sont pas un quarterback, c'est qu'ils ont un quarterback qui les amène jusque-là. Mais pour passer ce cap, comme tu dis, des gros matchs de la pression, etc., est-ce qu'aujourd'hui, Sam Darnold est le quarterback qu'il leur faut? Ouais, ses performances posent question. Là-dessus, tu as totalement raison. Il sort quand même un match avec 4 interceptions, 0 touchdown. Oui, la connexion avec Smith et Jigba est là. Oui, il y a une attaque qui tourne. Oui, il y a une défense qui est très impressionnante. Parce que peut tenir les Rams à 21 points, ça ne leur est pas arrivé souvent cette saison. Ouais. Une équipe, encore une fois, dont on ne dira jamais assez, qui est peut-être la mieux coachée de la ligue, avec un effectif qui, sans être forcément plus clinquant, est assez équilibré. Et Sam Darnold, là-dedans, on se dit, oui, il y a des erreurs, comme tu dis. Finalement, s'il gagne contre les Buccaneers, est-ce que il n'y a pas une autre dynamique s'enclenche? C'est vrai que ces performances posent question, et c'est, je pense, dans cette équipe, le seul joueur dont les performances posent réellement question. Je trouve que tout le monde fait son boulot, mais c'est lui où malheureusement, alors c'est le rôle du quarterback, mais c'est lui où on se dit, ouais, est-ce que ces erreurs ne coûtent pas trop cher à son équipe? Ouais, puis il y a vraiment des interceptions vilaines, hein. Il peut y avoir des intés où tu envoies un petit peu une Hail Mary et puis voilà, c'est intercepté. Au final, c'est un punt un peu déguisé, très bien. Voilà, les lancers, c'est le mauvais côté de Sam Darnold, et côté Jets, côté fantôme. Côté fantôme, ouais, quand il a joué aussi chez les Panthers. Voilà, c'est des choses qu'on n'a plus envie de voir, qu'on pensait un petit peu derrière lui, et qui par moments, sur des matchs un petit peu compliqués, ressurgissent. C'est un petit peu dommage pour son équipe et pour lui. Et le deuxième joueur du coup que j'ai évoqué au tout début, Jared Goff, lui, il s'affiche chez 14 sur 37, donc ça fait 37% de complétion. Tu peux dire que ça peut venir aussi des drops de ses receveurs pour avoir vu le match. Ça vient beaucoup quand même de ses lancers. Il y a des lancers qui sont trop bas, trop mal placés. Oui, effectivement, le receveur touche le ballon, mais c'est tellement mal placé qu'il aura fallu un exploit de la part du receveur. On a beau me dire ballon touché, ballon réceptionné. Bon, quand le receveur il est obligé de faire du go-go gadgeto, bras long, c'est un peu plus compliqué, c'est dommage. Et il a eu des moments où il a été mis sous pression, effectivement, mais il y a vraiment des lancers qu'il a ratés où je trouvais que sa poche était quand même très clean. Je comprends pas, j'ai pas reconnu le Jared Goff, et là où je me dis qu'il va y avoir des limitations, c'est que c'est au-delà aussi des matchs sur lesquels il peut passer à côté, c'est que ce sont aussi ses limitations physiques. Et on voit que quand les receveurs des Lions sont bien pris, notamment en homme à homme, on a vu un match XXL de Kenyon Mitchell, le cornerback des Eagles notamment. Goff, il n'a pas cette capacité-là à sortir de la poche et aller scrambler, à aller gagner des yards avec ses jambes. Parce que, par exemple, pour revenir sur le match entre les Seahawks et les Rams, Stafford arrivait un petit peu à faire, ce qui n'est pas forcément son jeu, mais tu vois, quand c'est bloqué, il arrive à sortir de sa poche et à gagner 3, 4, 5 yards, ce qui permet en fait à la défense adverse de rester quand même un peu concentré en disant attends, on va peut-être pas se faire ouvrir par le jeu de course du quarterback. Là, Jared Goff, tu sens que c'est vraiment une statue dans la poche, même ses mouvements dans la poche, je les trouve pas bons. C'est-à-dire qu'on en a vu des quarterbacks statues, des mecs qui sont vraiment pas mobiles, mais qui dans la poche en fait étaient tellement mouvants que c'était difficile d'aller les attraper. Là, j'ai l'impression que Goff, il prend le ballon, il recule le 3 yards et après il ne bouge plus dans sa poche du tout, quoi. Il a même plus ses mouvements de pied, c'est un peu particulier, je trouve. Heureusement qu'il a Jahmyr Gibbs sur ce match-là, parce qu'il lui enlève quand même pas mal de pression, et Gibbs, à la réception, il fait un très très gros match. Mais hormis ça, compliqué cette attaque des Lions, qui était attendue pour être l'une des meilleures attaques de la ligue. Et c'est pareil, sur certains matchs, ça a quand même largement ralenti. On l'a vu contre les Packers. Là, on le voit de nouveau contre les Eagles. C'est deux équipes très fortes en NFC. Et c'est 2 fois où il y a eu une défaite avec un Jared Goff qui est passé à côté de son match. Et ça, pour moi, sur les playoffs, ça m'inquiète. Il suffit de regarder même le quarterback d'en face. Jalen Hurts, c'est pas un génie. Jalen Hurts, c'est un quarterback qui est juste mobile pour de temps en temps, comme tu disais, étendre des jeux, sortir de la poche. Alors au début, il avait le défaut de trop sortir. Là, je trouve qu'il y a quand même plus de mesures. Après l'attaque des Eagles, il y a d'autres problèmes. Mais oui, Jared Goff, aujourd'hui,
on retrouve un peu le Jared Goff, Jared Goofy, qui était à Los Angeles, qui savait pas trop, qui faisait des erreurs, qui était un peu une statue, placement de balle un peu douteux. Bon, après, il a pris une grosse pression, mais une stat qui est quand même affolante, c'est que Jordan Davis, le D-tackle des Eagles, est le premier joueur dans un match à avoir 3 passes battées, et c'est une première. Donc en fait, c'est-à-dire que les Eagles n'ont même pas forcément été jusqu'à lui mettre de la pression, ils l'ont juste maintenu dans la poche, enlevé les bras au moment des passes, et ça a suffi à casser des timings. Il y a des placements de balles, comme tu l'as dit, qui sont pas bons. Sur des receveurs ouverts, en plus, vraiment ouverts, sans qu'il y ait trop de pression. C'est ça, moi, qui m'a un petit peu choqué sur un match à enjeu. C'est là où moi je veux appuyer. Et puis un Amon-Ra St. Brown est connu justement pour être très fort, pour s'ajuster. Et là, il touche que 2 passes sur 14. Donc il a été ciblé. Comme tu dis, balle touchée, balle drapée. Donc après, il y a des moments, il y a du contact. Sur 14 passes, il n'y a pas été 14 fois ouvert. Mais il y a quand même des balles où, comme tu dis, il y a des choses assez suspectes. Donc oui, je te rejoins sur le côté... finalement, on en revient au same old Jared Goff, c'est-à-dire le quarterback qui est peut-être la limite qu'ont les Lions pour gagner un Super Bowl, comme c'était la limite pour les Rams, et malheureusement, le trade de Stafford, on a toujours dit que le trade de Stafford et Goff avait été un trade étonnant, car win-win jusqu'au bout, mais peut-être que là, on atteint une limite évidente, parce qu'on voit Goff d'un côté être moins bien cette saison, quand on voit Stafford être peut-être... à son prime, mais en tout cas afficher un niveau de jeu terrifiant. Ouais, exactement. Et depuis plusieurs semaines, je me suis noté, Isaac Tesla a complètement disparu. Lui qui avait fait des beaux catchs sur le début de saison. Là, il a complètement disparu également. C'est peut-être une arme qu'il faudrait réintégrer dans l'attaque des Lions. Depuis la semaine dernière, Dan Campbell a repris un petit peu certains appels de jeu offensifs à la place de Morton. Ça a bien fonctionné la semaine dernière. Là, cette semaine, ça a quand même été beaucoup plus délicat pour les Lions. Donc, il n'y a pas que Goff dans l'affaire, mais vraiment sur ce match-là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et c'est dommage pour les Lions. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, comme tu l'as dit, Goff sera un petit peu la limite, le plafond de verre pour aller plus haut que les playoffs et peut-être un petit peu plus loin. Je ne leur souhaite pas, mais on a l'impression que finalement, l'année dernière, c'était leur saison. Et qu'ils avaient un niveau de jeu tous incroyable, et Goff le premier, et que du coup, cette saison, alors la défense a step up, mais l'attaque, du coup, alors après, il y a des équipes qui arrivent à muter. Je pense aux Chiefs, notamment, qui était une équipe absolument terrifiante offensivement et qui a muté petit à petit en une équipe défensive. Je ne sais pas si c'est l'avenir des Lions, mais... comme tu dis, il y a des limites, et pour les deux, pour en revenir aussi à faire le parallèle entre Goff et Darnold, c'est des quarterbacks qui vont peut-être être les limites de leurs équipes, soit pour aller en play-off, soit en play-off. Exactement. Et du coup, les Lions là, sont en 6-4. Ils sont 8e de conférence, donc pour l'instant pas qualifiés en play-off. Voilà pour nos gros dossiers qui ont été très très gros. On va passer à l'évaluation. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. L'évaluation, je vais commencer par ma top équipe et je voulais parler des Chicago Bears qui sont leaders de division. On parlait à l'instant des Detroit Lions. Eh bien, ce sont les Bears qui sont en tête avec un bilan de 7-3. Et qui me rappelle énormément les Vikings de 2021. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais des Bears qui sont en difficulté, qui tu sais pas comment ils arrivent à gagner leur match par des field goals bloqués quand c'est l'inverse, mais qui arrivent à gagner, et ils sont sur un bilan là je l'ai évoqué, de 7-3, et c'est 6 victoires d'affilée, quelque chose comme ça. Donc gros taf de la part du nouveau coaching staff de Ben Johnson. Caleb Williams, moi je lui vois encore des limites, mais écoute, Johnson arrive à plutôt bien les cacher pour le moment. Tu as une défense qui est vraiment impressionnante. En plus, ils ont quelques blessés depuis quelques semaines maintenant. Bon, est-ce qu'on commence à y croire ? J'ai encore du mal, mais force est de constater que ça fonctionne pour le moment en tout cas. Et ouais, mais c'est ça. Les Bears, c'est un peu l'équipe surprise, un peu l'équipe qui a... Alors, dans une moindre mesure que les Broncos, dans le sens où la pièce tourne dans leur sens, mais oui, je revois une action de Caleb Williams
qui se sort d'un sac, le mec lui passe par-dessus, passe sa tête en dessous, il arrive à sortir, à courir. Et alors c'est à l'arrache, c'est pas forcément toujours très beau, et des fois on se dit bon bah ça y est, les Bears sont de retour, puis finalement ça gagne, et comme tu dis, ils se retrouvent à 7-3, ils se retrouvent devant les Lions, ils se retrouvent devant les Packers. Hein. Ils sont leaders de division. Ils sont leaders de division. Parce que les Packers ont fait un match nul. Oui. Et finalement, bah ouais, alors les Bears qui ont aussi une tradition de field goal bloqué, de fin de match cataclysmique, bah, ça a l'air de tourner. Ben Johnson a l'air de bien avoir mis sa patte sur l'équipe, comme tu dis, de cacher un peu. Alors, est-ce que c'est cacher les faiblesses de Caleb Williams, ou est-ce que c'est s'appuyer sur certains points forts du roster, etc., notamment un Romeo Dunze, ou d'impliquer de plus en plus Colson Loveland, et de le développer, parce que j'avais cet article en tête quand tu parlais de Caleb Williams, c'est dire qu'aujourd'hui, on ne développait pas les jeunes quarterbacks correctement, et que la plupart des quarterbacks premier draft voyaient leur coach ou leur coordinateur virer ou partir dès la première saison, ou n'enchaîner jamais. Et je me dis, ça peut être intéressant pour un joueur comme Caleb Williams, qui a du potentiel, mais qui a des sautes de concentration, qui a son petit caractère. Et j'ai trouvé sa réaction à Caleb Williams à la fin du match. Je me suis dit, ça, c'est un quarterback qui a l'air d'avoir pris un peu de maturité. Parce qu'il n'a pas une réaction. Je me rappelle au quarterback qui arrivait, qui disait, oui, toi, t'es le punter, bon, bah, ta caisse, ça n'est au chômage. Mais bon, on a vu ce que ça a donné. Et là, je me dis, Caleb Williams, il a l'air d'avoir quand même bien pris le pli de Ben Johnson. Et à côté de ça, Dennis Allen, qui est un head coach absolument cataclysmique, c'est pas les fans des Raiders, c'est les fans des Saints qui diront le contraire, mais qui reste une référence quand même en termes de défensif coordinateur, et qui a remonté un ressort défensif, qui a remis en place une défense avec il y avait des bons joueurs dans ce roster. Les Bears, c'était un peu une interrogation, pourquoi ça cliquait pas. Et voilà, un bon coordinateur défensif, un head coach qui arrive, qui met des choses en place. Et puis bah voilà, ça s'accroche. Et comme tu dis, 7-3 à suivre. Il y a une stat un petit peu marrante, du coup, ils sont en 7-3. Et en différentiel, ils sont en -6. Ça rappelle quand même énormément les Vikings de 2021. Bon, on leur souhaite pas de tomber contre les Giants, du coup, au premier tour des playoffs, mais ça va être un peu compliqué. Tu sais que s'ils prennent la div, je vois ça un petit peu très gros, qui se font sortir dès le premier match, comme les Vikings. Il y a vraiment ce truc-là entre les deux, cette filiation-là qui me fait beaucoup rire, mais écoute, tant que ça fonctionne, et je leur souhaite évidemment. Exactement. Toi, de ton côté, tu voulais partir sur un volatile en violet qui reviennent très très bien depuis plusieurs semaines. C'est les Baltimore Ravens. Ouais, c'est un peu. Alors j'étais très critique avec les Ravens en début de saison. Il y avait beaucoup de questions sur on va virer Harbaugh, on va virer Orr. Orr, c'est le défensif coordinateur aussi. Et puis voilà, je m'étais dit, en connaissant un peu cette franchise, en ayant quelques copains qui sont fans de cette franchise, on en discutait. Ils me disaient c'est pas la maison, ça va bosser et on verra. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, ça on le saura peut-être que après ou jamais. Il y a une bye week. Voilà, non mais surtout c'est qu'il y a eu un retour à des fondamentaux dans la défense des Ravens. Il y a beaucoup plus de blitz, c'est beaucoup plus agressif. Ils ont viré, je pense, peut-être quelques joueurs problématiques. Coucou Jair Alexander. Ils ont été chercher un Aloy Gilman aux Chargers. Merci Jim, le frérot, qui a peut-être stabilisé un petit peu à Malachi Starks au poste de safety, qui permet à Kyle Hamilton de retourner dans la boîte. Enfin, il y a plein de petits ajustements défensifs. Et à côté de ça, on a Lamar Jackson qui revient, qui était blessé, il ne faut pas l'oublier non plus. Sur ce match, il sort une fiche sans touchdown avec 2 interceptions, mais les interceptions ne sont pas pour lui. Tout à l'heure, t'en parlais. La première, c'est une passe typée. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y peut. Et la deuxième, le lineman défensif ramène le lineman offensif dans sa ligne de passe quand il lâche le ballon. Ça tape le casque, ça part en chandelle. Sébastien Schwessinger qui arrive et qui, je ne sais même plus ce que c'est son prénom à ce pauvre garçon. C'est Carson. Carson. Mais qui récupère. Bon, voilà, il n'y a rien de plus à faire. Mais à côté de ça, on a Derrick Henry qui fait sa ligne de stats. On a Lamar Jackson qui arrive à mettre son équipe. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir sur ce match, une fin de touche-push. On a tellement décrié ce jeu et je trouve... Moi, ce jeu ne me dérange pas dans l'absolu si on arrive à lui trouver des variations.
et que le jeu est correctement fait, parce que le principe des pénalités, on va pas revenir sur ce sujet-là, mais tout le monde, les présentateurs, tout le monde dit allez, touche, push, ça va y aller, c'est Marc Andrews, machin. Et là, magnifique, ça part. Il y a un bloc superbe de Patrick Ricard, le fullback, qui ouvre vraiment la voie royale. Et voilà, c'est ça qu'on veut retrouver aussi un peu en NFL, c'est des jeux feintés, de mettre des fausses pistes, pas juste parce qu'on est les plus gros, on vous rentre dedans et puis on prend ce premier yard. Non seulement ils prennent les premiers yards, mais ils prennent en plus le touchdown. Ils gagnent à Cleveland, donc, où c'est jamais facile de gagner contre une défense qui n'est jamais facile à battre. Et encore une fois, Myles Garrett me fait bien mal, il fait bien mal vieillir mon top 5 des joueurs défensifs. Mais encore une fois, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est toujours des joueurs comme ça qu'on a un plaisir à voir, qui fait 3 sacs. Et donc les Ravens, qu'est-ce que tu dis? Tu fais coucou? Il en fait 4. Il en fait 4, pardon. J'étais resté à 3 pendant le match, tu vois. Tu t'es endormi au 4e. Non, mais après j'avais Broncos Chiefs en même temps, donc j'ai pu passer à côté de l'action. Hein. Mais oui, après, voilà, Myles Garrett est quand même un joueur dominant. Il a fait beaucoup de mal à la ligne des Ravens. Mais c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a 3 ou 4 semaines, ils gagnent ce match? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les Ravens ont une bonne tête d'épouvantail de l'AFC. Ils vont jouer 2 fois les Steelers, qui viennent a priori de perdre Rodgers pour peut-être 1 à 2 weeks, voire peut-être plus, on ne sait pas. Mais des Steelers qui sont tous sauf rassurants, qui ont battu des Bengals. Bon, voilà, aujourd'hui, battre les Bengals, c'est malheureusement presque normal. Mais ils ont une bonne tête à faire peur, ils ont une bonne tête à prendre la division, ou du moins être cet épouvantail de play-off à la Giants d'Eli Manning, ou cette équipe qui démarre, qui est wildcard, mais qui va au bout, ou même les Steelers qui avaient fait le coup il y a quelques saisons. Donc ces équipes qui, en fin de saison, démarrent, ont du potentiel, et Dieu sait que les Ravens sont non. Donc voilà, je voulais souligner les Ravens parce qu'on leur a bien tapé dessus aussi en début de saison parce qu'ils décevaient, et là ils sont bien. Tu parlais d'un possible run pour aller en play-off. C'est très simple. Hein. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils vont en play-off parce qu'ils sont actuellement dans la division en 5-5, là où les Steelers sont en 6-4, et ils ont 2 matchs mutuellement à se rencontrer. Donc, si les Ravens gagnent tous leurs matchs, donc les 2 matchs contre les Steelers, automatiquement, ils seront en premier de div et iront en play-off. Quand ils étaient en 1-5, c'est vrai qu'on n'aurait pas parié grand-chose. On s'était quand même dit que le début du calendrier était compliqué et que potentiellement, ils avaient la possibilité de remonter la pente. C'était juste que défensivement, on était quand même très inquiet de ce qu'ils montraient sur le terrain. Oui. Effectivement, depuis plusieurs semaines, c'est un petit peu mieux. Moi, je ne suis pas rassuré par cette victoire non plus parce que les Browns menaient quand même un 16-10. Donc... ou 13 à 10. Après, oui, les Browns menaient parce qu'il y avait ce pick six de Devin Bush qui faisait. Oui, mais il y a un manque de maîtrise. Après, il y a un manque de maîtrise quand même, je suis d'accord. Ouais, et puis les Browns, tu disais, défensivement, c'est pas facile. Donc, tu vois, tu es mené 16 à 10. Match de division, match à l'extérieur, tu n'es pas à l'abri de mettre 0 points pendant la deuxième mi-temps. Et effectivement, il a fallu un fake touche-push de Marc Andrews et qui nous fait une course de 35 yards. Tu sais pas comment il a pris toutes ses vitamines, mais il a tracé le coco. Ouais. C'est bien, ça passe sur ce match-là, mais attention, après il y a des signes quand même très encourageants et positifs, tu l'as dit, défensivement, offensivement aussi, hormis effectivement Lamar, ses 2 interceptions. Derrick Henry, il commence à se montrer un petit peu plus également, là il passe la barre des 100 yards, un touchdown, il y a des choses qui reviennent bien, là-dessus je suis d'accord. Il nous a fait sa fameuse course où il traverse le terrain, où il a arrêté à quelques yards. Pour la précision, les Ravens vont jouer les Jets, les Bengals, les Steelers, à nouveau les Bengals, les Patriots et les Packers. Donc potentiellement, ils peuvent avoir la division en main avant les 2 derniers matchs. Donc, ouais, ça va être très intéressant à suivre nos petits volatiles, comme tu les as appelés. Ouais, non, ça va être bien, et tu l'as dit, hein, je vais paraphraser, mais épouvantail, s'ils vont en play-off, épouvantail de cette AFC. Hein. Personne ne voudra les jouer. En plus, ils s'en fichent de jouer dans le froid parce qu'ils sont à Baltimore, donc eux, ça ne change rien. Ils feront peut-être pas tous les playoffs à domicile, mais s'ils remportent la div, ils auront au moins un match. Et au moins ça sera pas bon d'aller les taper là-bas. Ça, ils joueront encore les Texans pour la 3e année consécutive. L'autre équipe épouvantail qui revient doucement mais sûrement, qui est pas belle à avoir joué non plus, mais qui remonte aussi plus pour le wildcard que. Ouais, ils ont un petit peu plus de chemin à faire. Ouais.
Mais c'est des équipes que personne n'aura envie de jouer. Yes. En flop équipe, moi j'avais les Arizona Cardinals. Je vais pas trop m'apesantir sur eux, parce qu'on en a parlé avec Michael Wilson et on en a parlé en bien. Moi c'est plutôt en mal et c'est plutôt sur les débuts de match où j'en ai un petit peu marre de voir les Cardinals se faire ouvrir à chaque fois. Là ils étaient encore menés 14-0 au début de match. À un moment donné les gars, il faut peut-être prévoir un plan de jeu défensif. Parce que quand tu mets 0 points et que derrière tu te prends 2 touchdowns, c'est compliqué pour attaquer un match quand en plus tu es une équipe à qui il manque, on l'a évoqué, quasiment tous tes running backs titulaires, à qui il manquait en plus Marvin Harrison. Défensivement, tu vois qu'il y a des bonnes choses, mais par moments c'est un peu compliqué. Voilà, je vais pas m'étendre sur eux. On sait que le problème vient pas forcément que du terrain. Et c'est un petit peu dommage parce que je trouve que leur début de saison est un petit peu caché maintenant par cette fin de saison où ils se prennent 40 pions et c'est quasiment automatique par match. Et je trouve que le début de saison, ils avaient très très bien débuté. Ils ont eu des défaites un peu crève-cœur à chaque fois à 3 points ou moins de 3 points. Là, c'est un peu plus difficile sur cette fin de saison et c'est un peu dommage. Oui, après, voilà, tu as bien résumé la situation des Canons. Alors, je sais pas s'ils sont sur le mauvais fuseau horaire, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que les débuts de match, en fait, ils se pourrissent les débuts de match, ils sont trop loin. Et ça devient des garbage time géants. Donc oui, après, comme on disait, alors, ça permet à Michael Wilson de faire des super stats parce que oui, on fait que passer le ballon parce qu'on a 20-30 points de retard. C'est ouais. Et comme tu dis, je pense que dans cette franchise, il y a des vraies questions à se poser. Là, on va parler ouvertement de l'intersaison parce qu'il n'y a plus rien à jouer et dans la division et dans la conférence pour les playoffs. C'est une certitude. Mais oui, ils peuvent pas. Tu peux pas. En plus, c'est des rivaux de division, donc normalement, c'est censé être des matchs qui sont toujours un peu durs. C'est des matchs sur un malentendu de faux témoins. Tu peux réussir à accrocher un jour. Non, ils en prennent 40 contre les Seahawks. Ils en prennent 40 contre les 49ers. Voilà, les 49ers, il y a des bons joueurs, mais c'est le retour de Brock Purdy. Qui a fait un très bon match. Oui, mais qui est censé pas être en rythme. Donc, s'il est censé pas être en rythme, tu peux poser des problèmes. Non. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une flop équipe, il y a eu des bonnes choses, certes, mais qui sont un peu le cache-misère de plus gros problèmes. Exactement, donc défaite 41-22 contre les Niners, en plus à domicile à Glendale. Toi, de ton côté, c'est également une équipe en rouge, une équipe qui déçoit depuis quelques semaines, les Tampa Bay Buccaneers. Ben oui, les Tampa Bay Buccaneers, alors qu'on voyait, et moi le premier, très beau, très fort, avec un Baker Mayfield qu'on pensait au sommet de son art, puis en fait finalement les Buccaneers, quand on regarde un petit peu, là ils perdent le match contre les Buffalo Bills. Les Buffalo Bills, donc c'est un beau match, hein, attention, c'est 44-32, on est sur deux équipes qui se rendent comme coup pour coup. Alors oui, il y a des blessés côté Buccaneers, mais j'ai envie de dire, à ce moment-là de la saison, tout le monde a des blessés, tout le monde a des soucis d'effectifs d'une manière ou d'une autre, mais les Buccaneers, on en parlait un peu tous les deux en préparant l'émission, mis à part la victoire contre les Saints, mais voilà, encore une fois, on va pas revenir sur le projet des Saints cette saison, c'est des victoires quand même qui sont poussives. On avait parlé des Seahawks, c'est une grosse défaite contre les Lions, c'est une défaite contre les Patriots, c'est là une défaite contre les Bills. Donc le bon bilan commence un peu à se ternir. Les prestations de Baker Mayfield, alors là, elle n'est pas mauvaise, mais je trouve qu'on est un peu sur une équipe qui perd son mojo. Et tu disais, les Panthers, coucou, sont à 6-5, sont pas loin derrière. Je pense que côté Buccaneers, voilà, on peut un peu quand même se poser des questions sur la suite de la saison et pas voir la division qui semblait promise, l'avoir leur glisser entre les mains. Ouais, effectivement, tu parlais des blessures. Quand tu regardes la liste des receveurs qui ont été targets, ça fait un peu peur quand même. Tu as du Shepard Ekbuka et Tess Johnson en tant que receveur, et derrière, c'est Sean Tucker et Rashad White, les running backs, et Kedoton, le tight end. Donc là-dessus, effectivement, on ne peut pas négliger le fait qu'il y a des absents. Là-dessus, on est bien d'accord. Maintenant, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas dans l'idée qu'ils ont beaucoup de blessures, et par contre, ils n'ont pas réussi à mettre énormément la pression ou aller ne serait-ce que saquer Josh Allen sur ce match-là, là où la O-line de Buffalo a montré quand même quelques faiblesses sur les derniers matchs également. Donc, tu laisses du temps à cette attaque pour te découper. Josh Allen, il a beau lancer 2 interceptions et pas très belles dans l'absolu. Derrière, il t'a quand même découpé, que ce soit dans les airs ou au sol, parce qu'il finit avec 6 touchdowns, l'ami. Il y a 3 à la passe et 3 à la course.
Donc, On a une pensée pour ceux qui l'avaient contre eux en fantasy, ça a dû faire très. c'est 50 points, je crois. J'ai vu un screen, c'est que 47 ou 50 points. Mais voilà, je te rejoins sur Baker Mayfield. Je trouve qu'il est un petit peu moins précis que sur les premières semaines de saison régulière. Il se débat, ça par contre, on peut pas lui enlever. Et il y a des sacs qu'il est censé prendre qu'il ne prend pas juste par son talent et parce que c'est une anguille. Tu sais pas comment il fait pour sortir. Mais ça atteint un peu ses limites. La bonne nouvelle, en tout cas offensivement, c'est que Sean Tucker commence à montrer des belles choses. Il a fait un plutôt bon match contre les Patriots la semaine dernière. Là, il sort une fiche avec 19 portées, 106 yards et 2 touchdowns. Il a fait une énorme course justement sur le touchdown. À voir s'ils ont trouvé du coup un remplaçant à Bucky Irving pour le moment qui revient toujours pas de sa blessure. Peut-être que la semaine prochaine, il devrait revenir parce qu'ils étaient avec Chris Godwin, ils étaient questionable sur ce match-là. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura la chance de l'avoir sur le terrain et que les Buccaneers pourront compter sur ces deux joueurs. Mais il est temps que certains absents reviennent parce que ça commence à être très dur. Et on l'a évoqué avec les Panthers. La suite du calendrier n'est pas évidente pour les Buccaneers non plus. La semaine prochaine, ils se déplacent sur le terrain des Rams de Los Angeles, qui voudront confirmer leur victoire contre les Seahawks, bien évidemment. Et sur les 3 dernières semaines, ils vont rencontrer 2 fois les Panthers, qui sont à une victoire d'être à égalité. Donc potentiellement, la div va se jouer en semaine 16 et en semaine 18. Intéressant. C'est bien. J'aime bien quand c'est un peu indécis comme ça. Bah c'est ça, c'est encore une fois, c'est ces matchs de division qu'on nous met en fin de saison. Finalement, il y a quelques programmations qui sont pas mal parce que c'est un peu l'image des Ravens. On disait ils jouent 2 fois les Steelers. Bah là, les Buccaneers jouent 2 fois les Panthers, donc l'occasion d'écarter un rival, ou à contrario, pour les Panthers, l'occasion de retrouver les playoffs et de prendre cette division qui leur échappe depuis maintenant. Tu parlais de Cam Newton. Je pense que ça fait un bon moment que les Panthers n'ont pas gagné la division. Mais ça va être intéressant. Encore une fois, est-ce que le retour de certains absents pour les Buccaneers va leur permettre de passer un peu cette mauvaise période? Est-ce que c'est la période de turbulence dans une saison avant de redémarrer, de se lancer vers les playoffs? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une équipe qui est partie trop vite, trop fort et qui s'épuise, les blessés n'aidant pas et c'est ce qui va rendre ces prochaines semaines très intéressantes, en effet. Déjà, la semaine prochaine, le match contre les Rams, ce sera un vrai test, un vrai gros test. Et puis on peut se dire que potentiellement, donc Panthers à 5-5, la Buccaneers à 6-4, on peut avoir 2 équipes à égalité qui vont se jouer. Donc ça va être très, très intéressant à suivre. Ouais, complètement. Voilà pour nos évaluations de la semaine. Et on va passer au 2-minute warning. Le 2-minute warning, du coup, le reste des matchs que nous n'avons pas abordés. Si tu as des éléments à évoquer sur chaque match, n'hésite pas, Thibaut. On a eu un match dans la nuit de jeudi à vendredi, les Patriots qui l'ont remporté sur leur terrain 27-14 contre les New York Jets. C'est la confirmation que les Patriots font le boulot. Ils sont sur un bon bilan et voilà, c'est une équipe qui, comme on disait, il y avait un monde où ça cliquait bien pour eux et ils étaient dans de bonnes dispositions. Je pense même qu'ils dépassent certaines attentes de ce monde. C'est intéressant. Après, il faudra voir quand ils joueront des équipes peut-être un peu plus étoffées. Mais encore une fois, toutes les victoires en NFL sont compliquées. Il n'y a rien de facile dans cette ligue. Ils font le boulot. Bon, les Jets, ils ont viré leurs gros joueurs. Je pense qu'ils attendent l'intersaison, ils attendent la draft, ils attendent plein de choses. Ils se sont battus quand même. Attention, c'est pas non plus une purge. Il y avait des choses intéressantes des 2 côtés. Mais les Patriots sont aujourd'hui redevenus une place forte en AFC sur cette saison. C'est indéniable. Exactement. Le match à Madrid entre les Dolphins et les Washington Commanders qui s'est fini en overtime, 16-13 pour les Dolphins. Bon, c'était le Devon Achane show. Voilà. Je pense pas que la NFL retournera en Espagne de peur que les billets ne se vendent pas parce que c'était pas ouf. Le Mariota versus Tagovailoa, c'était le match des quarterbacks moyennas. Après voilà, comme tu dis, Devon Achane, il a fait ce qu'il a voulu à un moment donné. Enfin, je voyais le play call, je voyais les mecs qui tapent 4 fois de la inside zone. Bon, on a compris. Et je pense que la défense a compris que vous alliez taper. En fait, je pense que les Dolphins gagnent, mais ces 2 équipes qui aujourd'hui, pour des raisons différentes, sont pas bonnes.
Et c'est peut-être l'équipe qui est la plus inquiétante qui a gagné. Donc, voilà. C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Sur la slate de 19h, on a eu du coup les Panthers qui ont gagné contre les Falcons 30-27 en overtime. On a eu les Bills qui ont gagné 44-32 contre les Buccaneers. On a eu les Titans qui ont perdu contre les Texans 13-16 à domicile. Ils sont pas passés loin. On y a cru. Ouais, je me suis infligé ce match que cause j'ai des joueurs dans la fantasy, donc forcément. Tu sais que tu peux regarder les box scores à la fin du match, hein, et pas de taper le match. Oui. Non, mais en plus, les Texans, c'est une équipe que j'aime bien, que j'ai suivi depuis quelques temps avec leur reconstruction, et je pensais plutôt m'attendre à un festival offensif. Bon, comme quoi, des fois, on n'a pas la bonne analyse du tout. Non, c'était un match très, très dur. Alors, les Titans, c'est une équipe courageuse, limitée, mais courageuse, qui a emmené les Texans dans un match pas passionnant. Les Texans gagnent parce qu'ils ont... Ouais, voilà, les Texans gagnent, je pense, parce qu'ils ont quand même intrinsèquement plus de talent, mais je maintiens que les Texans, la grosse problématique, c'est qu'ils n'ont pas de O-line et qu'au bout d'un moment, ça se voit, quoi. On est bien d'accord. Les Bears qui ont gagné sur le terrain des Minnesota Vikings, donc on l'a évoqué 19-17. Les Giants qui ont perdu 20-27 contre les Green Bay Packers. Avec la sortie sur blessure de Jordan Love qui est revenu et de Josh Jacobs qui lui n'est pas revenu. Ouais, les Packers qui commencent un petit peu à tirer la langue, je trouve, sur certains postes. Alors après, il y a eu quelques drops assez vilains de Romeo Doubs. Sur le début de match, c'était vilain. C'est, là, quand on dit la balle touchée, balle attrapée, là, il n'a pas d'excuse. C'est vraiment 100% pour lui. Ouais. Après, en face, c'est du Jameis Winston dans le texte. Il fait un match, somme toute, costaud, et puis il fait une dinguerie sur le dernier play. Voilà. C'est la carrière de Jameis Winston résumé en un match. Donc, les Giants, encore une fois, on attend un peu le retour de Jackson Dart. On va voir ce que ça donne en termes de coaching. On va tester des joueurs. On a aussi beaucoup de blessés côté Giants, on ne va pas l'oublier. Petit questionnement sur Abdul Carter qui a été écarté. Donc c'est vrai il a été benché au début du match. Ouais, donc à suivre côté Abdul Carter. Ouais. Bon, maintenant voilà, encore une fois, les Giants, on sait que ça attend patiemment aussi la saison prochaine. Les Packers, la vie sans Josh Jacobs, on va voir ce que ça va donner. Mais pareil, encore une fois, les Packers, je trouve qu'il y a toujours ces limites de O-line, je trouve qu'il y a toujours ça manque d'un vrai receveur 1, je pense, encore une fois. Ouais, exactement. Et dans la course au meilleur saqueur, Brian Burns a donc rajouté 2 sacs à son escarcelle et Micah Parsons a rajouté 1 sac et demi. Je reprends, le calendrier. Les Pittsburgh Steelers qui ont gagné 34-12. Je ne sais plus si on l'a évoqué un tout petit peu. Blessure d'Aaron Rodgers, donc à voir à monitorer, à voir si ça va se confirmer sur les semaines qui arrivent. Bon, côté Bengals, on attend le retour de Joe Burrow, quoi. Oui, et encore. Oui, ce que j'allais dire, après l'attaque finalement a quand même bien fonctionné avec l'ami Joe. Enfin, l'autre du coup. Flacco. Le Flacco, pas le bureau. Mais ça pourrait faire un bon truc, le Flacco sur le bureau, ça serait pas mal. Mais non, après les Bengals, encore une fois, je pense qu'il y a des choses... s'il y a un mal profond dans cette franchise, parce qu'encore une fois, j'entendais que le coordinateur défensif des Colts, c'est l'ancien coordinateur défensif des Bengals. Cherchez l'erreur. Ouais, après les Colts sont pas très très bons sur le jeu aérien défensivement. Donc, oui, après, moi je veux bien Luana Rumo, je l'ai beaucoup défendu sur les premières années, notamment quand ils font un back-to-back finale de conf. Je pense qu'il avait une petite part de responsabilité aussi à un moment donné. Ah oui, il a du sang sur les mains sur certains matchs, comme on dit. Mais voilà, je trouve qu'il y a leur premier tour chez Mark Stewart est déjà blessé, il n'a pas produit. C'est bizarre. Oui. En plus, sans compter le drama qu'il y a eu en début de saison. Non, je pense que les Bengals, je ne sais même pas s'il ne faut pas tout raser et tout reconstruire, relocaliser, j'en sais rien. Mais il y a des choses à revoir. Après, les Steelers gagnent sans que ce soit génial. Bon, Jalen Ramsey montre qu'il est toujours trophée des casseuses de la Ligue. Bon, rien de bien nouveau dans l'Ohio.
Alors pour Ramsey, ouais, et pour Jamar Chase aussi, parce que il a dit je n'ai jamais craché sur personne. Bon, la vidéo montre clairement qu'il a craché sur Ramsey, donc il y a un vrai risque que Jamar Chase soit suspendu lors du prochain match contre les Patriots semaine prochaine. Ce qui est dommageable pour les Bengals quand tu mets seulement 12 points contre cette défense des Steelers qui est un peu sur courant alternatif, qui voilà. Je pense qu'ils étaient prenables, donc bon, dommage pour eux. Les Jaguars de Jacksonville qui ont gagné contre les Los Angeles Chargers 35-6. Alors celle-là, moi je l'ai pas vu venir. Coupure de courant. Complètement. Et enfin, en tout cas, ça m'étonne pas beaucoup que Jacksonville ait gagné. Je pensais plus les Chargers, mais en tout cas avec une telle différence, ouais, ça a été une vraie déculottée. Ouais, bah c'est. Alors je pense, les Chargers, c'est cette équipe totalement inconstante, capable du pire comme du meilleur, et surtout à des moments où on l'attend pas, parce que c'est vrai qu'on avait un peu tendance à dire que Jacksonville, pareil, équipe qui a bien démarré, mais qui commence à ralentir. Et ben finalement non. Les Chargers, on avait l'impression d'une équipe qui s'était remise les idées à l'endroit. Et ben non. Donc c'est le match des certitudes qui n'en étaient pas. Ouais, au final, sur ces deux équipes, il n'y a aucune certitude, parce que Trevor Lawrence finit à 14 sur 22, 150 yards, et de l'autre côté, Justin Herbert finit à 10 sur 18, 81 yards, une interception. Mais Justin Herbert finit aussi meilleur coureur de son équipe avec 3 portées et 21 yards. C'est dire un petit peu la pauvreté de cette attaque des Chargers sur ce match. Les Chargers, j'avais envoyé dans le Discord les statistiques de leur O-line. Oui. Ils mettraient des pancartes publicitaires que ça protégerait mieux Justin Herbert et ça ouvrirait peut-être plus de brèches. Je pense qu'il y a des choses qui passent beaucoup par ces blessures sur la O-line, mais il y a aussi d'autres problématiques dans cette équipe qui a peut-être un peu justement surperformé l'année dernière, notamment défensivement, et qui cette année montre des choses un peu plus inquiétantes et qui font que ils sont très inconstants. Complètement. Les Rams qui ont gagné contre les Seahawks 21-19, les Cardinals qui ont perdu 22-41 contre les 49ers, les Ravens qui ont gagné 23-16 contre les Browns, les Broncos qui ont gagné 22-19 contre les Chiefs et les Eagles qui ont gagné 16-9 contre les Lions. Quand vous écouterez cet épisode, il y aura eu le match dans la nuit de lundi à mardi entre les Raiders à domicile contre les Cowboys. Je pense que ça sera les Cowboys. Ça c'est la chose la moins importante de ce qui s'est passé cette semaine. Ce que vous attendez tous, c'est les pronos de l'équipe. Et là, rien n'a changé. Anto est toujours en tête avec 106 points, mais malgré tout, il y a eu des belles remontées. GG et Thibaut nous ont offert un joli 11 bons résultats et reviennent du coup en deuxième position à égalité avec 105 points. Donc reviennent à un petit point d'Anto. Derrière, il y a Alex avec 104 points qui a fait 8 cette semaine. On a Doug à 103 points qui a fait 9. Moi, je suis derrière Doug à 101 avec 9 points également. On a Guilty à 99 points avec 8 bons résultats. Alexandre à 94 points avec 8 bons résultats. Et Trey qui a lâché la rampe, quand on peut dire, qui a fait 0 points cette semaine. Il a glissé, chef. Il a fortement glissé dans les escaliers parce qu'il a dû oublier de faire ses pronostics puisqu'il a fait un sublime 0 et est donc dernier de notre power ranking des pronostics avec 90 points. En parlant des pronostics, on va passer à l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. L'overtime qui vient après les 2-minute warning, qui a donc duré 10 minutes warning. Il faudra peut-être penser à renommer cette partie-là du conducteur. Donc le power ranking qui a vu quelques changements. Alors les Rams restent en tête, les Patriots montent d'une place et sont du coup deuxième, les Eagles montent sur le podium avec un +3, les Broncos montent enfin, on les a considérés après leur victoire justement contre les Chiefs et sont sixième avec un +3 également. Au niveau des plus grosses montées, on a les Panthers en 20 et les Dolphins en 21. Du 26 à 32, ça reste les mêmes équipes, pour les nommer Cards, Saints, Browns, Bengals, Jets, Raiders et Titans. Et pour les plus grosses descentes, on a les Chargers avec un -6 qui sont maintenant 17e du power ranking. On a également les Seahawks et les Lions qui sont respectivement 5e et 8e. Est-ce que toi, tu as une équipe que tu veux évoquer ou mettre en avant ?
On a les Bears qu'on a également considérés avec un +2 Oui. qui sont maintenant 14e. Je vais dire, les Bears sont remontés. Non, globalement, la fin de classement, c'est ça. Les équipes qui ont gagné montent. Certaines, du coup, là, comme c'est un peu serré, notamment, je pense aux Panthers et aux Dolphins, tu peux vite monter. Après, il y a le ventre mou, c'est assez dur d'en sortir. Mais où les Chargers, finalement, sont à leur place parce que aujourd'hui, ils sont à 7-3, mais ils sont à 6-5, c'est pareil. Et puis après, oui, comme on disait ce matin, alors moi j'ai toujours ce petit pincement sur les Broncos que j'aimerais voir plus haut, mais après je peux comprendre que les autres équipes, tout ça, c'est des questions aussi de point de vue finalement, de se dire tiens, telle équipe, c'est très 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 dense dans le haut du classement. Ouais. Et puis voilà, on se rend compte que une victoire, on peut prendre 3 places, une défaite, on en perd 3, donc c'est très serré. Ouais, cette saison un peu étrange et pleine de surprises, effectivement. Quand tu regardes le Power Rankings, je pense qu'effectivement, en début de saison, quelques équipes qu'on n'aura pas forcément mis à la place où ils sont actuellement. Bien sûr, on aura mis probablement les Titans en 32. Donc ça, c'est bien de garder une certaine stabilité dans la performance, qu'elle soit positive ou négative. Autre take que j'avais, back-to-back first pick pour les Titans. Je suis bien parti celle-là, aussi. ouais, bravo pour celle-là. Ça fait 2 takes. On va peut-être plutôt prendre les tiennes pour l'année prochaine, parce qu'elles ont l'air d'un petit peu mieux passer. un peu plus réaliste. Un petit peu plus réaliste, exactement. Voilà pour cet épisode. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, PA. N'hésitez pas à nous suivre, pour rappel, un petit peu partout sur tous les réseaux, Discord, Twitter, Twitch, alors, autrement, Switch pas encore, PS5 aussi. Vous pouvez rajouter Alex qui joue les deux Alex qui jouent à Madden et à College Football. Donc n'hésitez pas, je vous donnerai leur @PSN. Mais sinon voilà, Twitter X, Instagram, Facebook, etc. Le jeudi matin, vous aurez la preview de la week 12 et on aura un live le jeudi soir, le top 11 des linebackers. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je pense qu'il va y avoir du débat. Oh oui. Il va y avoir du Fred Warner peut-être dans le top 3. Ça, on ne sait pas. Ouais. J'essayais de voir dans tes yeux si tu as me donner une réponse. Non. De toute façon, c'est pareil. Les classements, c'est toujours très subjectif. Ça dépend des équipes, ça dépend de la forme des équipes, ça dépend aussi du moment. Je me rappelle, c'était le 11 défense, non, O-line, où forcément, en fonction de comment on l'avait envoyé quelques semaines avant, il y avait des choses qui avaient évolué. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu les forces en présence sur le poste en l'occurrence. Parce que là, on a vraiment ciblé sur les inside et pas les outside qu'on va qualifier de pass rusher. On est plus sur du Sam, du Mike et du Will. Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre ce live-là sur Twitch jeudi 21h. Merci Thibaut, merci à toutes et à tous. Bonne journée, bonne soirée sur l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!